Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc déjà avant de commencer, j'ai une peluche Digimon sur les genoux. Oui, j'ai besoin d'avoir un truc dans les mains en ce moment, voilà, au cas où ne soyez pas surpris. La vidéo actuelle, donc la présente vidéo, va faire partie du volet un peu plus témoignage, confidence, histoire de vie de mon blog. Ça va pas être très construit parce qu'on me demande de documenter ce que j'ai vécu dans les derniers jours, mais qu'on ne me permet pas de mettre en forme mes pensées pour faire quelque chose de suivi, de construit et cohérent. Voilà, ça risque d'être un peu décousu. J'ai allumé ma caméra et je parle spontanément. Voilà, le cas échéant, je m'en excuse. J'espère que ça vous intéressera quand même. Je tenais à remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages, donc soit en commentaire, soit par mail, par rapport à ce que j'ai partagé dans ma dernière vidéo, par rapport au fait que j'ai un de mes cousins qui est décédé et que son décès, qui est survenu très brutalement et qui m'a un peu choquée, on va dire, son décès en fait a réveillé chez moi la blessure d'injustice que j'ai pu conscientiser donc grâce à une méthode que j'ai partagée avec vous dans la dernière vidéo. Et à présent, je voulais vous dire un peu où est-ce que j'en étais maintenant, sachant que j'ai fait un petit travail sur moi entre-temps et que maintenant je crois que j'ai plus rien. Donc je touche du bois, j'espère que ça va durer. Oui, ce chat n'est pas du tout envahissant. J'espère que ça va durer, mais là j'ai l'impression vraiment que déjà le seul fait d'avoir conscientisé le truc, et ensuite j'ai un peu travaillé sur moi, sur la blessure. Je vais vous expliquer comment tout à l'heure. Mais là, je sens que ça a vraiment débloqué un truc et que je me sens plus sereine en fait. J'étais déjà méga bien avant, hein. Mais là, je me sens encore plus sereine. Bon, maintenant j'ai une vraie peluche, donc je vais enlever l'autre. Je me sens encore plus sereine qu'avant en fait. Et c'est un truc de ouf. Et surtout, peut-être ça se voyait dans ma dernière vidéo, mais quand je pensais à mon cousin, il y a encore hier, avant-hier, j'étais hyper affectée. Et en fait, là maintenant, ça va. Et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans les derniers jours. Déjà, la fin de ma dernière vidéo, en fait, je vous disais que je savais pas encore comment j'allais guérir cette blessure d'injustice, mais que j'allais réfléchir pour pouvoir y travailler sur elle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je sais plus si c'était le soir même ou le lendemain. Mais bref, sur Facebook, j'ai vu un post de quelqu'un, donc dans un groupe de spiritualité, médiumnité dont je fais partie. Quelqu'un qui avait mis un post pour dire je viens de faire une vidéo sur l'égoïsme comme clé d'évolution spirituelle. Et du coup, j'avais cliqué dessus. Et avant même de regarder cette vidéo, j'ai regardé un peu ce que les autres vidéos que la personne elle avait fait. Et je vous la mettrai, celle que j'ai trouvée dans la description de cette vidéo. Mais parmi les autres vidéos que la personne avait faites, il y avait une vidéo sur comment guérir la blessure d'injustice. Inutile de vous dire que moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah ouais, parce que je peux vous dire une chose, c'est que cette vidéo, et j'ai su tout de suite en la voyant que cette vidéo, elle n'avait pas été mise devant mes yeux par hasard. Donc bien sûr, c'était leur maître que j'avais demandé qui m'avait été offert. Et donc c'est une vidéo que j'ai regardée avec beaucoup d'attention. Par la suite, j'en ai regardé quelques autres. Comment guérir les blessures, ces vidéos. Il y en a plein YouTube, mais c'est vraiment celle-là qui m'a le plus parlé. Forcément, c'était celle que j'avais besoin d'entendre. Entre-temps, j'avais aussi relu une bonne partie, en tout cas, du livre de Lise Bourbeau, dont je vais sûrement reparler par la suite dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, là j'ai trouvé cette vidéo de cette youtubeuse qui s'appelle Sauf Erreur, Marie-Aline Réveille-toi, qui est très jolie et qui a une énergie très intéressante, très douce, que je vous encourage à découvrir. Je vous mettrai le lien dans la description de ma vidéo. Sur comment guérir la blessure d'injustice. Et elle a mis toute une explication qui est très intéressante, que je vous encourage à aller découvrir. Et ensuite, elle disait que en hypnose, elle allait rendre visite aux parents intérieurs de la personne, en fait, qui a la blessure d'injustice, donc pour discuter un petit peu avec. Et voilà. Je voulais pas spécialement de façon calculée faire ça. Mais en tout cas, quelques heures plus tard, il faisait un temps splendide, je suis sortie, je me suis posée sur mon balcon. Et là, j'ai commencé à méditer parce que,
Il faisait bon en fait, il faisait chaud, il y avait les rayons du soleil sur ma peau, c'était hyper agréable. Donc je me suis assise sur le tapis de mon balcon et puis là j'ai commencé à méditer. Et en fait, en quelques secondes, je suis partie assez loin et puis là je me suis dit, tant qu'à faire, je vais en profiter pour faire une méditation d'ancrage. Donc j'ai fait une vidéo avec une méditation d'ancrage pour les profilines. Donc j'ai utilisé un peu cette technique. Donc je me suis d'abord connectée aux énergies cosmiques, ensuite j'ai plongé mes racines dans la terre et tout et tout. Et là, il s'est passé un premier truc complètement inhabituel, c'est que d'habitude, en fait, quand je fais une méditation d'ancrage, j'envoie mes racines dans le sol, très très loin dans le sol, et je connecte mes racines à une source d'énergie. Et cette source d'énergie, c'est en principe toujours le noyau terrestre, donc le noyau terrestre, le magma, tout ça. Donc d'habitude, j'imprègne mes énergies, mes racines, en fait, des énergies du noyau terrestre. Et là, il s'est passé un truc super bizarre, c'est que c'est pas du tout le noyau terrestre qui est apparu dans ma méditation, c'était une espèce de grand cristal vert, en fait. Je sais pas encore quelle roche exactement, c'était peut-être du jade, peut-être, de l'amazonite, enfin, je sais pas, un truc vert. Un grand cristal vert, en fait, qui est apparu en tant que source d'énergie. Donc, j'ai fait remonter l'énergie dans mes racines, je me suis imprégnée de cette énergie-là. Et puis après, je me suis dit, je vais en profiter pour faire un petit nettoyage énergétique. Donc j'ai commencé à faire les va-et-vient entre la terre et le ciel, en envoyant toutes mes énergies, tout ce que je portais en fait comme énergie négative ou toxique, je l'ai envoyé dans la terre. J'en ai profité pour envoyer aussi tout le chagrin, tout ce qui était souffrance, tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais me nettoyer un petit peu et tout ça, j'envoie dans la terre. Je l'ai offert à la terre. Et après, je me suis imprégnée en fait de l'énergie verte du coup qui montait en moi. Et après, un peu toute seule, il y a la flamme violette qui est apparue. Et là, j'ai commencé à travailler avec la flamme violette. Donc, je vous rappelle que quand j'ai découvert que j'étais hyper empathe, quand je faisais mes tout premiers pas dans la spiritualité, j'ai découvert que j'étais hyper empathe. Au cas où, j'ai fait une vidéo sur l'hyper-empathie, donc n'hésitez pas à aller la voir. Bref, quand j'ai découvert que j'étais hyper empathe, mon premier outil qui m'avait été enseigné par ma thérapeute de l'époque pour me protéger des énergies des autres, des émotions, donc, ça avait été la flamme violette. Donc, c'est la flamme avec laquelle j'ai le plus eu l'habitude de travailler. Et en fait, du coup, là, j'ai fait appel à la flamme violette qui est descendue sur moi, mais en fait, là aussi, il s'est passé un truc que j'avais quelque part pas demandé, mais en fait, la flamme violette, en fait, spontanément, c'est devenu la flamme verte. Donc, c'était plus une flamme violette, c'était la flamme verte, en fait, qui était autour de moi en train de me baigner. Et à ce moment-là, donc je connais un peu les 12 flammes sacrées, mais je connais surtout la théorie des 12 flammes sacrées parce que je sais pas par cœur, en fait, quelle flamme correspond à quoi. Donc là, il y a la flamme verte qui m'a apparue et du coup, je me suis dit, puisqu'elle est là, je vais travailler avec. Donc, j'ai visualisé la flamme verte autour de moi qui me nettoyait. Et en fait, c'est seulement après, donc quand je suis sortie de la méditation un petit moment, que je suis allée vérifier ce que signifiait la flamme verte. Et donc, c'est entre autres la guérison. Donc, voilà, j'ai travaillé avec la flamme verte sans vraiment savoir la flamme de quoi c'était. J'ai travaillé un petit moment avec la flamme verte et puis après c'est devenu la flamme rose. Donc ça, par contre, je savais que c'était l'amour inconditionnel. Donc j'ai utilisé la flamme rose de nouveau là autour de moi. Et donc ce cousin dont j'étais en deuil, il est aussi apparu dans mon esprit et je ressentais toujours en fait comment dire, tout ce qu'il y avait encore à l'intérieur de moi, dans mon cœur, qui me faisait mal quand je pensais à lui. Et en fait, il y a l'énergie verte, donc la flamme verte et la flamme rose, en fait, qui étaient autour de moi. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, en fait, sur toute l'énergie de souffrance, en fait, que je ressentais encore vis-à-vis de mon cousin. Tout ça, en fait, qui était en interaction avec les flammes. Je sais pas comment le décrire exactement, mais disons que j'ai passé un long moment en méditation, je sais pas combien de temps, peut-être 20-30 minutes, uniquement en fait avec cette énergie de deuil que j'avais en moi et la flamme verte et la flamme rose en fait. Pas forcément en même temps, mais un peu l'une après l'autre en alternance. Je sais pas trop comment le décrire, mais voilà, la flamme verte et la flamme rose.
Et à un moment donné, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a toutes les formules en fait de l'Ho'oponopono qui me sont venues en mémoire spontanément. Et là, je me suis moins adressée à mon cousin. S'il y a eu un moment en fait où j'ai émis une prière à voix haute pour mon cousin et sa famille, enfin des trucs usuels, où je leur souhaitais la bénédiction, la force, le courage, l'union dans cette épreuve, que l'âme de mon cousin puisse cheminer vers la lumière en étant entouré par l'amour de tous. Enfin voilà, les formules un peu usuelles mais qui sont venues spontanément, que je n'avais pas du tout calculé. Et ensuite par rapport à moi, griffe-moi pas mon chat, par rapport à moi, je suis désolée mais il me distrait, il est trop chou. Voilà, je reprends. Donc, par rapport à moi, en fait, j'ai utilisé avec moi-même, en fait, les formules de l'Ho'oponopono, qui, c'est la libération des mémoires, en fait, l'Ho'oponopono. J'espère que là, j'arrive à le redire parce que là, je n'utilise pas l'Ho'oponopono au quotidien, mais là, c'est venu spontanément. Donc, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Sauf que j'utilisais des phrases un peu plus complètes que ça. C'est-à-dire, au départ, j'utilisais des phrases complètes, en fait, pour bien m'imprégner, en fait, du sens de chacune des phrases de la formule de l'Ho'oponopono. Donc, j'ai dû dire quelque chose comme à toutes les parties de moi qui ont été affectées par cet événement. Je suis désolée de ne pas avoir tenu compte plutôt de votre existence. Pardonnez-moi car je n'ai pas su vous comprendre et je ne voulais pas vous faire souffrir. Je vous remercie pour ce que vous m'avez permis de comprendre sur moi, pour ce que vous m'avez révélé sur moi. Je vous aime, je vous aime profondément, merci. Enfin, quelque chose comme ça, que j'ai répété plusieurs fois en le simplifiant toujours un petit peu. Et à la fin, c'est devenu l'usuel. Je suis désolée, pardonnez-moi, merci, je vous aime. Répété plusieurs fois en fait. Et je sais pas combien de temps ça a duré, mais je dirais qu'en moi, il y avait encore de la souffrance en fait quand je pensais à mon cousin. Et il y avait toute cette énergie en fait qui était encore liée au deuil. Je reprends ma vraie peluche. Donc il y avait toutes ces énergies encore liées au deuil qui travaillaient avec la flamme verte et avec la flamme rose pendant que je répétais cette formule de Ponopono. Je suis désolée, pardonnez-moi, merci, je vous aime. Et là je parlais vraiment en fait à toutes les cellules de mon corps, à toutes les parties de moi qui avaient été blessées par cet événement. Enfin pas vraiment par l'événement, mais qui avaient été blessées par la blessure d'injustice et qui avaient été comment dire, conscientisées à travers ce triste événement qui a eu lieu. Donc j'étais comme ça en méditation pendant un long moment et j'essayais de faire en sorte donc de rester en méditation jusqu'à ce que les énergies de tristesse en moi s'apaisent totalement. Je vous avoue que sur le moment, j'y suis pas arrivée, c'est-à-dire que quand j'ai décidé de mettre un terme à ma méditation parce que le temps passait et que mon estomac commençait gentiment à reprendre ses droits, quand j'ai décidé de mettre un terme à ma méditation, j'étais pas encore 100% apaisée à ce moment-là. Mais j'étais déjà bien plus apaisée qu'au début de la méditation. Donc là, à un moment donné, je suis... Ah oui, j'ai oublié un truc méga important. J'étais en train de répéter toutes ces formules. À un moment donné, je sentais que ça n'avait pas assez d'impact. Donc là, j'ai appelé mes guides en fait. J'ai appelé l'énergie de mes guides. Donc ma guide principale, c'est Isis, qui a soutenu en fait tout mon parcours en fait depuis le début de mon parcours de flamme jumelle, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé à travailler avec la méthode de Mélo en fait. Isis a toujours été là pour m'apporter l'énergie de guérison, d'amour et de compassion. Et donc là, j'ai demandé l'aide d'Isis. Et en fait, au moment où j'ai demandé son aide à Isis, tout de suite, j'ai senti que le travail d'énergie de guérison que je faisais sur le plan vibratoire, je sais pas comment dire, il y a eu un multiplicatif de x10 peut-être. C'est devenu beaucoup plus fort en fait, dès le moment où j'ai demandé l'aide d'Isis.
Voilà, donc j'ai demandé l'aide de mes guides et c'est devenu plus fort. Et j'ai attendu jusqu'au moment où j'espérais que ça deviendrait, jusqu'au moment où je serais totalement apaisée, mais j'y suis pas arrivée totalement parce que c'était long et que je commençais à avoir faim. Donc à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais m'arrêter là. J'ai remercié toutes les parties de mon corps qui avaient accepté de se prêter à l'exercice. J'ai remercié Isis et mes autres guides qui étaient intervenus pour m'aider dans ce travail. J'ai remercié aussi mon cousin et sa famille, donc l'âme de mon cousin pour la leçon que... Bon, évidemment, je pense pas que l'âme de mon cousin était venue et est partie uniquement pour me donner une leçon à moi, mais la leçon que moi j'avais permis de recevoir, c'était ça. Donc voilà, je l'ai remercié pour ça. Et c'est vrai aussi que je suis sortie un petit peu du carcan étroit de l'incarnation terrestre. C'est-à-dire que j'ai récupéré en fait la capacité de voir nos vies et notre passage sur Terre dans un cadre plus global et plus large, qui va au-delà en fait des expériences qu'on traverse en tant qu'incarnation terrestre. Et le fait de récupérer ce cadre plus large, où j'ai en tête tout l'univers, toutes nos multiples incarnations, le rôle des âmes au fil de leurs incarnations successives, des contrats qu'elles passent les unes avec les autres pour s'incarner ensemble et se donner mutuellement des leçons, soit pendant une période courte, soit pendant une période longue de l'incarnation terrestre. Enfin, en fait, le fait de repositionner mon champ de vision au sens plus large, en fait, ça aussi, ça m'a énormément tranquillisée parce que c'est vrai que c'est un peu comme si pendant les quelques jours, j'avais été focalisée sur ma douleur. J'avais eu mon champ de vision qui s'était redevenu étroit en fait. Et à partir du moment où j'ai récupéré ce champ de vision large avec la conscience d'appartenir à un grand tout qui est intemporel à travers tous les temps, tous les espaces et toutes les dimensions, là en fait, dès que j'ai récupéré cette conscience aussi, j'ai aussi tout de suite senti qu'il y avait eu un apaisement à l'intérieur de moi. Donc voilà, après je suis sortie de ma méditation, j'ai repris ma journée tout à fait normalement, fallait que j'aille faire les courses, après le soir j'avais une soirée jeu avec une amie, donc on a bien joué et tout. Après, c'était hier du coup, le lendemain, donc je suis allée travailler tout à fait normalement. Et là, on est le soir, je suis en train de tourner cette vidéo et je me rends compte que c'est vrai que maintenant quand je pense à mon cousin, je me sens bien. C'est-à-dire que je trouve toujours que ce qui s'est passé... c'était triste. Enfin, je veux dire, si je réfléchis à son passage sur Terre, je pense que vraiment il méritait pas ça. Mais c'est vrai que ces derniers jours ont été l'occasion pour moi d'opérer un très très gros travail de réflexion par rapport à la blessure d'injustice et j'ai mieux compris en fait ce que sont les blessures de l'âme et qu'est-ce qu'elles viennent nous apprendre et en quoi. Enfin, j'ai souvent moi-même, même dans mes propres vidéos, souvent parlé du fait de guérir ces blessures. Mais en fait, ce que j'ai aussi compris, c'est qu'en fait, elles guérissent jamais totalement. C'est juste qu'on apprend à vivre avec, mais que c'est le fait même de les accepter qui permet de, de sortir en fait de ce cercle vicieux où pour éviter une blessure, on l'inflige aux autres. Et parce qu'on l'inflige aux autres, on ne se le pardonne pas. Donc on la ressent, donc on l'évite. Enfin, je veux dire, c'est tout un schmilblick normalement. Et en fait, à partir du moment où on se donne le droit, ah oui, ça j'allais oublier, mais c'est aussi un truc que j'ai fait. Donc j'ai fait déjà le... Ah mais mardi, j'ai oublié plein de trucs. Donc dans ma méditation, j'ai aussi fait le truc que disait Marie-Aline, révèle-toi. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, je sais plus à quel moment c'était, je sais plus à quel moment c'était, mais il y a eu un moment où je suis allée parler à mon adulte et mon enfant intérieur. Et j'ai remercié l'adulte pour tout ce qu'elle avait fait jusqu'à présent en prenant soin de l'enfant. Mais je lui ai dit maintenant, tu peux te reposer, tu peux te relâcher, tu peux lâcher la grappe à ton enfant. Ton enfant ne souffrira pas parce que tu le surprotèges. Donc maintenant, tu peux la laisser tranquille maintenant. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, mais tu peux la libérer maintenant. Et à l'enfant, je lui ai aussi parlé en lui disant, je suis désolée de t'avoir opprimé jusqu'à présent, je n'avais pas su tenir compte de cette partie de ta souffrance, mais maintenant tu as le droit
d'être libre. Maintenant, tu es libre. Et je lui ai donné aussi tous les droits que la personne qui souffre de la blessure d'injustice s'interdit. Je lui ai dit, tu as le droit de te tromper et tu ne seras pas moins aimé pour ça. Tu as le droit de faire des erreurs et tu ne seras pas moins aimé pour ça. Tu as le droit de ne pas toujours être correct et tu ne seras pas moins aimé pour ça. Tu as le droit d'être parfois injuste et tu ne seras pas moins aimé pour ça. Et en fait, au moment où je me suis donné toutes ces autorisations, où j'ai donné à mon enfant intérieur toutes ces autorisations, j'ai ressenti aussi que maintenant, j'autorisais les autres gens à faire tout ça avec moi. J'autorise les autres gens à ne pas toujours être corrects avec moi et je ne vaux pas moins pour cela. J'autorise les autres gens à ne pas toujours être juste avec moi et je ne vaux pas moins pour cela. Enfin, etc., etc. Et aussi, je me suis rendu compte, parce que bon, au fond, les remèdes à la blessure d'injustice, qui sont la prise de ses responsabilités et le non-jugement, je le pratiquais déjà bien. Mais je me suis rendu compte que je le pratiquais uniquement par rapport aux humains et aux animaux, évidemment, mais que peut-être dans mon cheminement personnel, j'étais pas encore dans l'acceptation totale de l'injustice des événements, de l'injustice des faits, de l'injustice du déroulement de la vie, en fait, de l'injustice de la source même éventuellement. Mais bref, je me suis rendu compte que j'étais pas dans l'acceptation inconditionnelle du fait que les événements peuvent se produire de manière injuste. Et le fait que mon cousin soit décédé de manière brutale alors qu'il faisait ses débuts en championnat du monde et avant qu'il ait pu devenir championnat du monde et même monter sur un podium, j'ai trouvé ça horriblement injuste. Et en fait, si ça m'a fait mal à ce point-là, c'est vraiment parce que je n'étais pas encore dans l'acceptation inconditionnelle que les événements puissent être injustes. Et pas seulement les gens, parce que les gens, quelque part, ça je le savais déjà. Mais ouais. Donc là, j'ai dû faire un gros travail, en fait, pour autoriser la vie, pour autoriser la source, pour autoriser les événements et pour autoriser tout ce qui m'entoure, en fait, de vivant ou non vivant, de temporel ou d'intemporel, à ne pas toujours être correct, à ne pas toujours être juste. Et aussi, je me rends compte qu'il y avait peut-être aussi une croyance en moi qui disait que quand on fait des efforts, on va recevoir un résultat qui est proportionné aux efforts qu'on a fournis. Et que si ça n'arrivait pas, je trouvais ça pas juste. Et le fait que mon cousin, avec le taf qu'il avait fait pour arriver dans son domaine sportif au plus haut niveau, le fait que ça lui soit arrivé comme ça, que ça s'arrête tout d'un coup comme ça, oui, j'ai trouvé ça très injuste. Et ça m'a fait vraiment mal. Et le fait que ça me fasse mal à ce point-là m'a permis de me rendre compte de tout ça. Le fait que j'avais pas encore autorisé la vie à être injuste avec moi, en fait. Et donc, dans tout ça, il y a eu un travail d'acceptation inconditionnelle à faire par rapport à ça. En tout cas, par rapport aux gens, je me suis rendu compte que plus on leur donne l'autorisation d'être injuste avec nous, et moins on va le faire en retour, en fait. Ça a l'air contradictoire, mais en fait, en vrai, c'est à partir du moment où on accepte de recevoir l'injustice qu'on la commet moins, alors qu'en fait, à contrario, c'est quand on ne veut pas recevoir l'injustice qu'on la commet en retour. Et c'est pareil d'ailleurs, vous pouvez remplacer injustice par n'importe laquelle des autres blessures, c'est pareil, hein, c'est quand on a peur du rejet qu'on rejette, c'est quand on a peur d'être abandonné qu'on abandonne, enfin, etc. etc. Donc à partir du moment où on accepte inconditionnellement que ça puisse se produire de l'extérieur vers nous, en fait, on le fait de moins en moins, et c'est comme ça que petit à petit, en fait, on sort du cercle vicieux d'enfermement des blessures et des réactions et tout ça, tout ça. C'est un peu le fondement du livre de Lise Bourbeau que je l'avoue humblement, en fait, je comprends à peu près que maintenant. Enfin, voilà. Je suis désolée, c'est un peu très décousu, mais là, d'une part, j'ai pas fait de script pour cette vidéo, mais en plus, je me suis rappelé de plein de trucs au fur et à mesure que je parlais. Donc, si vous m'avez écouté jusque-là, franchement, bravo. Je sais que je dis ça régulièrement, mais il y a franchement des fois où je sais pas pourquoi les gens m'écoutent au fond. Mais ouais, c'est cool que vous soyez là, c'est cool d'être écouté. Et, merci quoi, merci, merci, merci. Et voilà un peu le tour de la question. Bon, quoi qu'il en soit, je pense pas que j'ai terminé de complètement travailler la blessure d'injustice. Je pense que j'ai complètement fait le deuil de mon cousin, ça oui.
L'acceptation inconditionnelle du fait que la vie, elle puisse être injuste avec moi ou avec quiconque. Je pense que c'est en bonne voie je pense que c'est en bonne voie, mais peut-être il me faudra encore 1 2 jours pour réussir à vraiment intégrer ça au plus profond dans chacune de mes cellules. Ouais, il me faudra peut-être encore 1 2 jours, mais franchement, je pense que c'est en bonne voie, quoi. Voilà. Allez, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite tout de bon. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. J'aurais peut-être dû le dire au début. Moi, je leur dirai de nouveau au début de ma prochaine vidéo parce que c'est assez important pour moi. Mais tous ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore vu la dernière vidéo de Denis Morizard sur le runner et le chaser attaché, si vous êtes runner, réveillé au lit en premier, allez la voir parce que c'est une bombe. Je veux dire, il a tout compris, donc je mettrai là aussi le lien dans la description de cette vidéo. Mais je pense que je vais le redire au début de ma prochaine vidéo si j'y pense parce que c'est vrai que cette vidéo-là, je l'ai trouvée tellement importante quand je l'ai vue que j'ai vraiment envie d'en partager, de la partager et de la partager un max, quoi. Denis Mourizard, runner et chaser attaché, je l'ai ajouté aussi dans la playlist sur comprendre le chaser, même s'il parle à la fois du chaser et du runner. Allez, cette fois je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous, ciao ciao, bisous bisous, bye bye, je vous aime, ciao.